Alors, on espère que vous allez tous bien ce soir. On est content de vous retrouver pour cette deuxième réunion d'information sur le sujet des oraux qui vont bientôt arriver pour cette finale du concours, je dirais. Donc ce soir, déjà, bienvenue sur ce live de Mission CRPE. Donc, je le répète, sur nos derniers conseils avant l'épreuve euh, des oraux. Je me présente d'abord, donc je suis Francine Julie, je suis responsable du learning chez Mission CRPE. Et pendant cette réunion, je vais relayer vos questions aux trois enseignantes qui m'accompagnent ce soir et qui vont vous parler de plusieurs sujets et surtout vous donner leurs précieux conseils. Et bien sûr, si vous avez d'autres questions, je vous inviterai à la fin de la réunion à contacter nos services Mission CRP. Alors, je vais commencer dans un premier temps à vous introduire le plan de ce live. Donc, on aura d'abord une première partie sur les conseils généraux, sur des sujets plutôt transversaux. On aura ensuite les conseils pour la leçon de français qui seront donnés par Claudine Moreau. Nous aurons une partie sur la leçon de mathématiques avec Agnès Sofiana et une troisième partie avec Aurore Roland sur la MSP. Je vais déjà laisser nos trois enseignantes se présenter. Je vais donner la parole à Agnès. Bonsoir Agnès. Bonjour tout le monde. Je suis Agnès Sofiana, donc je suis enseignante de mathématiques et de didactique des mathématiques depuis 25 ans maintenant à peu près. Et je suis familière avec le concours du CRPE puisque je participe aux formations pour le concours depuis une quinzaine d'années. Et j'ai vu les évolutions. Et je travaille chez Galien depuis 5 ans, ou 6, je ne sais plus. Merci Agnès. Alors bonsoir Claudine. Bonsoir. Donc, je suis Claudine Moreau, donc je suis enseignante de français didactique et je corrige aussi les devoirs qui sont remis. Donc, je suis également professeure des écoles et j'ai plusieurs fois été membre du jury lors des oraux. Merci Claudine. Eh bien, je laisse la parole à Aurore. Alors. Oui, bonsoir à tous. Donc, je suis Aurore Roland. Je suis donc intervenante pour les oraux de concours. Donc là, c'était pour les simulations pour le français. Et puis, voilà, j'ai été enseignante pendant 20 ans, avec beaucoup d'écoles différentes. Donc, c'était très intéressant. Et merci à toutes les trois pour cette présentation. Et on va passer à notre première partie de réunion sur les conseils généraux. Je vais laisser la parole à Claudine. Alors, bonsoir à tous. Donc, pour les oraux, vous devez avoir une tenue correcte. Donc, privilégiez quand même des vêtements dans lesquels vous êtes bien. Pantalon haut classique. On vous conseille donc d'amener une bouteille d'eau, amenez plutôt de l'eau, hein, pas de choses sucrées qui peuvent donner soif. C'est du vécu, un petit encas. Le chronomètre, pensez que ce jour-là, vous n'avez pas le droit à votre téléphone. Donc, il vaut mieux amener un chronomètre classique pour vous aider à mieux gérer votre temps. Voilà, vous aurez 2 heures de préparation, mais quelquefois, on se fait un petit peu déborder. Donc, en plus, vous avez 2 matières. Donc, bien utiliser 1 heure à chaque fois. Et pour cela, il vous faut un chrono. Bien évidemment, vous venez avec une trousse, tout ce qu'il faut à l'intérieur, et de quoi écrire sur un tableau blanc. Normalement, les feuilles de brouillon sont fournies. Voilà. Ensuite, c'est sur la diapo suivante. Julie, si vous pouvez passer. Voilà. Alors, la gestion du temps. Vous avez 2 heures pour préparer maths et français. Donc, on vous conseille pour chaque leçon de bien lire tout le dossier.
Souvent, ce n'est qu'une question de lecture. Donc, pensez bien à lire, regardez bien ce qu'on attend de vous, surlignez ce qui est important. Consacrez bien 1 heure pour chaque séance. Ne vous faites pas avoir, hein, ne gardez pas trop de temps pour la première séance. Ce qu'on attend de vous dans cette épreuve, c'est donner dans le sujet. Donc, on va vous donner le niveau de classe, la période, la séquence. Et en général, on vous dit la séance que vous devez présenter, on vous dit à quelle place elle se trouve dans la séquence. En cas de stress, eh bien, il faut respirer une chose après l'autre. Et c'est comme ça qu'on y arrive, un étage par un étage. On respire avec le ventre. Voilà, on essaye. Alors, diapo suivante. Donc, voici une grille que vous pouvez avoir en tête, que vous devez avoir en tête lors des oraux. Donc, il y en a sous plusieurs formes, hein. C'est à vous de choisir la forme qui vous convient le mieux. Mais ces éléments sont à énoncer pendant la présentation. Ils doivent tous être donnés. Donc, les voici. Donc, vous avez donc, le titre de la séquence. En rouge, c'est ce qui est donné par le sujet. Et en noir, c'est ce que vous devez faire. Donc, le titre de la séquence, l'objectif général de la séquence, l'objectif spécifique et le titre de la séance, le niveau, la période, ça c'est donné, le domaine, sous-domaine. Compétences visées du socle commun de connaissances et de compétences et de culture et les compétences visées des programmes. Donc ensuite, il s'agit de l'autre diapo. Voilà. Le matériel qui est nécessaire pour effectuer ce travail, les prérequis, c'est-à-dire ce que les enfants doivent maîtriser avant de faire cette séance, les critères de réussite, dans quel cas votre séance sera réussie. On complète en général, quand on est professeur des écoles, ça on le fait après notre séance pour voir ce qui a bien marché, ce qui n'a pas marché. L'évaluation formative et les prolongements. Donc, prolongements à la suite de votre séance ou les prolongements interdisciplinaires. Voilà. Il ne faut rien négliger. Vous ne pouvez pas négliger quoi que ce soit, même si ça vous paraît redondant par rapport à ce qui est déjà donné. Il est important de tout donner. C'est ce qu'on attend de vous. Voilà. Je passe. Oui, Voilà. ça c'est... Voilà. Donc, les obstacles, on vous demande aussi quels vont être les obstacles que vont rencontrer les enfants, les élèves, pardon, les obstacles didactiques. Les procédures prévisibles, comment vont procéder les élèves, comment est-ce qu'ils vont faire. Quelles sont les variables didactiques et la remédiation possible, notamment pour les enfants en difficulté, les obstacles didactiques et les procédures prévisibles. Notez bien que la remédiation, il s'agit surtout pour les enfants. Il s'agit de voir comment on va faire pour les enfants en difficulté. Donc ça, c'est très important. Alors, la démarche, les conseils généraux, la démarche d'enseignement et les apprentissages, donner du sens à l'apprentissage visé, à quoi ça sert, tout ça. Énoncer et développer les référentiels, donc le cahier outils, les affichages, les mementos, tout ce qu'on peut faire avec les élèves avant, pendant, après, pour leur permettre de faire ensuite tout seul. De partir de la recherche des enfants pour arriver vers une institutionnalisation, c'est-à-dire une leçon. Et le travail de groupe qui est toujours très important. Pensez aussi à la différenciation, puisque le but étant d'aider aussi les élèves en difficulté, mais aussi ceux qui se débrouillent le mieux, que tout le monde trouve son compte. Oui. Voilà, je peux juste compléter ce que tu viens de dire, enfin compléter, préciser que ce dont tu parles là, c'est à l'intérieur de la séance. Hein, c'est comment est-ce qu'on va structurer la séance, les différentes phases.
voilà, c'est-à-dire penser toujours à une démarche d'enseignement qui est constructiviste, une phase de recherche où les enfants, où les élèves sont par exemple en groupe, puis une phase de mise en commun et une phase d'institutionnalisation ou de bilan, la trace écrite n'étant pas systématiquement à la fin d'une séance. Voilà. Ah, Et merci alors, pour cette précision. ouais, le fait de penser aux cahiers aux outils ou aux affichages, ça peut être aussi une manière de clore une séance. C'est-à-dire quel affichage on peut imaginer de créer avec les élèves à la fin d'une séance ou de 2 séances, par exemple, qui portaient sur un même thème. Ouais. Donc, pensez aussi à toujours bien citer et à justifier le socle commun de connaissances et de culture. Hein. Bien penser à cibler réellement votre objectif principal. C'est parfois ce qui manque le plus. Voilà. Les onglets variables didactiques et différenciation doivent montrer que vous avez anticipé les difficultés que vont rencontrer vos élèves. Donc ça, c'est important et que vous avez prévu une façon d'y remédier. Ça, vous ne pouvez pas le négliger non plus. Alors, je me permets de passer à la diapo suivante. Ça va bien pour vous. Hop. C'est tout. C'était pas à moi de parler, là? Il me semble que c'était plus à moi, là. C'était plus à toi. Hein. Oui, Moi, je me Agnès, souviens vous plus. pouvez... Oui, C'était allez-y. moi, ouais. Alors, Exactement. oui, au niveau de l'exposé, alors, évidemment, on commence par un exposé. Hein. Bonjour, je m'appelle Agnès Sofiana. Voilà, je vais vous présenter une séance. Et puis, à la fin de l'exposé, eh bien voilà, j'ai terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté, de sorte à ce que le jury entende bien que vous avez terminé, qu'il se soit écoulé 10 minutes, 11 minutes, 12 minutes ou 15 minutes, pas davantage, hein, évidemment. Hein, de sorte à ce que le jury se dise bien, merci, et on va donc commencer à vous poser des questions. Alors, évidemment, pendant l'exposé et pendant l'entretien face au jury, on va essayer d'être naturel, d'éviter de gigoter, évidemment. D'une part parce que ça va vous stresser vous-même et puis ça va aussi stresser vos interlocuteurs. Essayez d'avoir un débit. Alors, plutôt que de parler vite en vous disant oh là là, je ne vais pas avoir le temps de dire tout ce que j'ai écrit sur ma feuille, pensez plutôt à parler distinctement, voilà, à articuler, de sorte à être bien audible, à soigner votre français. Et ça, on le fait avec un débit naturel et pas trop rapide. Évidemment, tenir moins de 10 alors, on évite de tenir moins de 10 minutes ou plus de 15 minutes. Moins de 10 minutes, ça voudrait dire que vous avez un petit peu bâclé le travail. Et plus de 15 minutes, c'est trop long. Hein. Il faut essayer, alors c'est la difficulté de l'exposé, il faut essayer de tout faire tenir dans, disons, 12-13 minutes. C'est faisable. Hein, on a déjà entendu des exposés qui tenaient sur 12-13 minutes où tout y était à peu près. Maintenant, le jury va vous poser des questions. Alors, d'abord, dans un premier temps, il faut bien écouter la question. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir bien compris le sens de la question ou là où voulait en venir le jury, n'hésitez pas à reformuler la question vous-même ou alors à demander au jury à répéter la question parce que vous n'êtes pas sûr d'avoir bien compris. Hein, d'accord ? En général, les questions du jury sont relativement courtes, ce qui évite donc les incertitudes ou les incompréhensions. Et puis, les questions du jury sont là, non pas pour vous embêter, mais elles sont là pour approfondir quelque chose que vous avez dit dans votre exposé, qui est intéressant et qu'on aimerait vous entendre développer parfois. Ou alors, peut-être, vous avez fait une petite erreur dans votre exposé, mais ce n'est pas grave. Le jury va vous interroger, va vous poser une question. C'est à vous aussi de vous dire, ah oui, tiens, j'avais pensé à ça, je pensais plutôt
oui, effectivement, j'aurais pu faire, on pourrait faire autrement, on pourrait faire comme ci, on pourrait faire comme ça. Voilà. N'hésitez pas à remettre en question ce que vous avez fait dans votre exposé, puisque de toute façon, vous n'êtes pas des professionnels de l'enseignement. Et puis, même moi, avec 25 ans d'enseignement, régulièrement, je me dis, ah bah là, j'ai pas bien fait, tiens, je vais corriger le tir, je vais faire mieux la prochaine fois, je vais modifier mon cours, je vais modifier telle chose. Donc, c'est aussi le travail de l'enseignant d'améliorer à chaque fois, de se rendre compte que, bah oui, ce que j'ai fait, c'était bien, mais il y a moyen de l'améliorer, de faire plus de différenciation, de varier de changer ses variables didactiques parce que finalement c'était trop difficile ou c'était trop facile, etc., etc. Hein, les questions du jury, elles servent à ça, elles servent à vous faire avancer, hein, et à interroger un petit peu plus vos connaissances. On peut aussi vous poser des questions sur vos connaissances en français ou en mathématiques, hein, de manière théorique, ou sur d'autres thèmes. Et évidemment, voilà. Je n'ai pas lu le diaporama, mais je crois que C'est très bien. voilà, je crois que j'ai dit ce qu'il fait, l'essentiel. Alors, je passe au suivant. Je vous laisse poursuivre, Agnès. Oui, oui, je vais poursuivre. Alors, l'attitude à avoir, dans l'idéal, évidemment, il faudrait se détacher de ses notes et regarder le jury. Ça va être difficile, mais bon, vous venez de passer 1 heure ou deux à travailler intensément sur votre exposé ou sur votre séance. Donc, il va être possible de se détacher de ses notes. Regarder le jury, c'est important parce que vous adressez à eux de la même manière que le jour où vous serez devant une classe, vous vous adresserez évidemment à vos élèves et pas à votre livre, à votre cahier ou au tableau. Évidemment, le jury, en règle générale, vous nous direz, Claudine, si j'ai raison, hein, mais je pense que ce sont des personnes bienveillantes, hein, ce ne sont pas des gens vilains, pas beaux, qui veulent vous mettre dans la difficulté. En tout cas, il faut considérer que ce sont des personnes bienveillantes, quoi qu'il arrive. Il faut être ouvert et à l'écoute. J'ai déjà dit reformuler les questions posées. Ne pas hésiter à utiliser le tableau de la salle si vous avez besoin d'écrire quelque chose, de faire un dessin, ou si vous voulez dire, ben voilà, je vais organiser ma salle, je vais faire des groupes, regrouper les tables par 4, ça ressemblera à ça. Hein, par exemple, hein. N'hésitez pas, parce que de toute façon, lorsque vous serez enseignant ou enseignante, vous aurez à utiliser ce tableau. Donc, vous pouvez montrer que vous savez aussi gérer le tableau. Si c'est un grand tableau, vous pouvez le partager en deux pour faire 2 parties. Voilà, vous savez écrire droit. En plus, le jury pourra voir que vous avez une écriture lisible. C'est assez important à l'école primaire. Voilà, donc n'hésitez pas, si ça peut vous être utile. Vous n'êtes pas obligé, évidemment, hein. Préparez une éventuelle trace écrite au cas où il n'y aurait pas de tableau. Alors, préparer une éventuelle trace écrite à donner au jury. Ça peut être, par exemple, lorsque vous voulez faire une trace écrite particulière avec les élèves ou une affiche particulière avec les élèves ou une schématisation particulière. À ce moment-là, ça peut être pertinent que vous preniez une feuille à part de brouillon et que vous fassiez votre schéma, votre tableau, votre représentation sur cette feuille-là, de sorte à pouvoir la montrer en grand, hein, on peut, oui, oui, oui. Vous êtes debout en règle générale, hein, oui, après, est-ce que vous préférez être assis ou debout pour faire un exposé de maths ou de français? Je pense que c'est peut-être plus pertinent de rester debout. Très souvent, on est debout face aux élèves. Hein, Claudine et Aurore, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, Non, oui. moi, ils étaient plutôt assis, mais bon. Ah oui? Moi, spontanément, je me mettrais debout pour enseigner, mais bon, après. Ouais, moi aussi, je préférais Alors, plus. c'était pour c'était pour les oraux d'anglais, ils étaient assis. Ah oui, bon. Bah, voyez, bah, vous faites un petit peu comme vous voulez, hein. Si vous êtes plus à l'aise debout parce que vous voulez plutôt bouger, voilà, vous êtes plutôt comme ça, voilà. Si vous préférez rester assis, pourquoi pas. Bon, voilà.
J'en étais où? Oui, la trace écrite à montrer au jury, comme ça ils peuvent la garder. Non, toutes les feuilles sont fournies, hein. On vous fournira du papier, du brouillon, etc. pour pouvoir. Vous n'avez pas le droit d'apporter, vous n'avez le droit d'apporter que votre trousse et vos ciseaux et votre agrafeuse éventuellement. Enfin, vous n'aurez pas besoin d'agrafeuse. Alors, on nous dit aussi proposer une adaptation de la séance exposée en fonction des remarques. Évidemment, c'est tenir compte des remarques. Alors, l'idée, c'est pas de refaire votre séance. L'idée, c'est de tenir compte des remarques. Si on vous dit que votre activité de recherche, enfin, si on vous fait comprendre du moins que votre activité de recherche n'est pas tout à fait pertinente, vous pouvez imaginer de la reformuler ou de reformuler les consignes, par exemple, pour que ce soit plus explicite pour les élèves, hein. C'est ça l'idée d'adapter la séance proposée. Et puis, revenir sur vos propos si vous vous rendez compte que vous avez dit quelque chose d'erroné, évidemment. C'est comme je le disais à la diapositive précédente, c'est montrer que vous savez vous rendre compte assez rapidement que vous avez fait une erreur. Eh bien, c'est pas grave, hein. Le plus important, c'est de s'en rendre compte, hein. Voilà. Merci Agnès. Mais je vous en prie. Alors, on répète bien respirer, évidemment, et être souriant. Ben, bien sûr, oui, bien sûr. Oui. Bien respirer et être Un souriant. bon rythme de parole. Voilà. Alors, on n'a peut-être pas envie de sourire quand on est regardé par trois paires d'yeux ou deux paires d'yeux. Voilà. On n'a peut-être pas. Mais bon, il faut imaginer que ces gens-là étaient aussi des enfants, hein, il n'y a pas si longtemps. Et donc, on s'adresse à l'enfant qui est en eux. C'est ça. Alors, je me permets de continuer et nous allons aborder la partie leçon de français avec Claudine. Votre micro est éteint. Oui, j'éteins pour pas qu'il y ait de bruit parasite, pardon. Donc, les thèmes qui s'affichent. Attendez, il faut que je retourne en arrière. Un petit, voilà. Voilà, les thèmes qui s'affichent, c'est ceux qui peuvent tomber le jour des oraux. Ce sont également ceux qui sont présentés dans le Noodle, hein, c'est les chapitres du Noodle qui sont présentés dans le Noodle. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais le Noodle, c'est donc ce qui est mis à la disposition des étudiants de mission CRPE pour travailler, pour réviser. En fait, c'est les leçons. Oui. Voilà, c'est une plateforme. Voilà. Donc, très bien faite. Oui. Et puis, il y a des cours pour chaque item, donc sous forme de chapitre. Donc, l'oral au cycle 1, un langage de situation, d'évocation, comment on passe de l'oral à l'écrit, puisque le but, c'est de leur apprendre l'écrit dans un futur proche, la culture littéraire, le réseau, hein, la mise en réseau des livres, l'entrée dans l'écriture, comment on entre dans l'écriture, et le principe alphabétique, bien évidemment, pour la préparation au CP et du cycle qui est dans le cycle 2. Voilà, donc le cycle 2. Donc, le cycle 2, c'est l'apprentissage de la lecture, ça n'a pas changé. Par contre, ce qui a changé, c'est la méthode d'apprentissage. Vous n'avez peut-être pas connu celle-ci. Donc, maintenant, nous sommes vraiment sur une méthode syllabique et on demande à ce que les enfants, les élèves, puissent déchiffrer absolument tous les textes qui leur sont donnés. On appelle cela des textes didactisés, n'est-ce pas, pour ceux qui ont fait les derniers simulations avec moi. On entre par le phonème. Donc, l'oral au cycle 2. Et en cycle 3, la littérature, la lecture littéraire et documentaire, tout ce qui tourne autour de la littérature en cycle 3, et l'écriture, comment on rentre dans un projet d'écriture avec des cycles 3, la planification, etc. Voilà les sujets qui peuvent être abordés en français. Étude de la langue, oui, étude EDL, étude de la langue, donc c'est ce qu'on appelait la grammaire, l'orthographe, le vocabulaire, etc. Donc voilà, là aussi du changement par rapport à il y a quelques années en arrière.
Et on commence avec des activités, on commence à travailler sur des régularités et encore une fois sur des textes didactisés, des textes produits pour l'étude de, par exemple, je ne sais pas moi, l'étude du AA. On va produire un texte unique, ou l'étude sujet-verbe, par exemple, du sujet et du verbe. Eh bien, on va partir sur des textes qui seront faits à cet effet et non pas sur des textes littéraires comme on a pu le connaître. Très bien. L'oral aussi, qui a une place compliquée dans la mesure où c'est vraiment pas simple de traiter l'oral, mais c'est quelque chose qu'il faut bien travailler parce que vous avez peu de chances de le voir, enfin on le voit moins dans les écoles, donc avec le débat, la lecture théâtralisée, etc. Vous devez également, quand vous avez des sujets, faire tous les exercices, faire tous les exercices qui vous sont proposés. Parce que quelquefois, le fait de faire les exercices, vous verrez que certains, ils sont plus si pertinents que ça. Ou bien il y a des erreurs, ou il y a des choses qui ne conviennent pas tout à fait. Donc, pensez à les faire avant. Et puis, en faisant les exercices, vous verrez davantage les difficultés que vont rencontrer les élèves. Vous pourrez davantage vous mettre à la place des élèves. Donc, c'est important. Très bien. Merci. On a quelques éléments sur la lecture des textes et les documents également. Oui, bien lire tous les documents. Je l'ai déjà dit, je le redis. Oui. Voilà, parce que trop de fois, eh bien, ah bah oui, on ne l'avait pas vu. Bah oui, mais c'était écrit noir sur blanc. Donc, prenez le temps de lire. Alors, merci Claudine. On va passer aux questions. J'ai déjà quelques questions à partir du chat. Je vois également qu'il y a quelqu'un qui lève la main. Je vous donnerai la parole. Je vais déjà intervenir sur une question qui a été posée au moment de l'exposé. Est-ce qu'il est préférable de dire le PE ou je, ou utiliser le je? Moi, je dirais ce qui vous va le mieux. On entend les deux. Il n'y a pas de... Je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais moi, je n'ai pas de préférence, en tout cas en tant que jury. Oui, on peut dire l'enseignant, l'enseignante, si on se met à la place de... Voilà. Oui, moi pareil, j'ai pas de préférence non plus. Alors, pour quelle proportion, Tobias nous pose la question, pour quelle proportion la posture compte-t-elle? Alors, pour quelle proportion, je ne sais pas, peut-être que vous pouvez nous Dans la note, éclaircir, peut-être? Tobias. Dans la note? Je ne sais pas. Ça dépend ce que tu entends par posture. Il y a aussi la diction, etc. Je pense qu'il entend par la posture. Un quart. Oui, dans la note. Dans la note, apparemment. Compter dans la note. Comment est-ce que c'est compté dans la note, la posture? Voilà, le débit de parole, le vocabulaire utilisé, tout ce qui est au niveau de la diction, un quart de la note. Pas juste la façon de parler, sans parler du contenu. Quand on parle de la forme, quoi. Un quart de la note. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais environ à peu près ça. Oui, je dirais aussi un quart et je dirais qu'il faudrait vraiment que l'attitude et la posture soient rédhibitoires pour influencer davantage. Parce que je pense que le jury se concentre essentiellement sur le contenu, le fond. Oui. Alors ensuite, on a eu deux questions qui se regroupent par rapport à l'entrée par le graphème. Certaines personnes disent qu'ils pensaient que c'était par le phonème. Oui, c'est par le phonème, oui. C'est bien ce qui est marqué dans alors, car certains phonèmes... Ah, alors non, effectivement. J'ai mal lu la question. J'ai pas lu le... Je croyais que c'était par le graphème, Non, car c'est pas le certains phonèmes ont des CGP différents. Oui, mais on entre d'abord par le son, par l'oreille. Oui.
Alors, si ça va aux personnes qui sont intervenues, je vous remercie. Et donc, nous avons quelqu'un qui a levé la main, donc je vous laisse prendre la parole. Oui, bonjour. Justement, Bonjour. comme un phonème peut être codé un même phonème peut être codé de différentes façons, je croyais qu'on devait rentrer par le graphème. Genre O et O, ça peut s'écrire D'abord par comme. d'abord par le phonème. En fait, ça, c'est les. Je croyais que c'était 2 graphèmes par semaine. Tu fais 2 sons par semaine environ. Ça dépend. Après les sons complexes, quelquefois, tu peux rallonger un petit peu, mais c'est 2 sons par semaine, en effet. Un peu un tous les 2 jours, quoi. Ok, donc bon, c'est plus le son que le graphème, enfin le phonème que le graphème. Mais le graphème arrive après. D'accord. Merci. Merci beaucoup pour vos questions. On va passer à la partie suivante qui concerne les mathématiques avec Agnès. Alors, évidemment, vous allez venir avec votre petit matériel de mathématiques et votre calculatrice. Au niveau des thèmes de didactique qui tombent assez souvent, en cycle 1, on retiendra évidemment les nombres, c'est-à-dire les 30 premiers nombres, hein, les 10 premiers chiffres avec le 0 et les nombres qui suivent jusqu'à 30, qu'on va introduire progressivement, les formes et les solides, et puis là, se représenter soi-même dans l'espace, avec surtout beaucoup de vocabulaire et des représentations que l'on manipule, d'abord en maternelle, hein, des choses que l'on touche et que l'on manipule. En cycle 2, évidemment, on va avoir l'introduction du système décimal de position avec tout ce qui est groupement échange et ce système décimal qui aboutira ensuite en cycle 3 avec sur les nombres décimaux, mais pour l'instant on est en cycle 2. Donc le système décimal de position, donc les nombres, comment sont fabriqués, comment sont créés les nombres, comment ils sont organisés et pourquoi il y a des dizaines, des centaines, etc. Et puis en cycle 2, vous pouvez très bien être interrogé sur le calcul, sachant que vous pouvez être interrogé sur le calcul mental, le calcul en ligne, ou les techniques opératoires de calcul posées en colonne. Ça peut aussi arriver. À noter que le calcul mental est très, très, très important. C'est fondamental, je dirais même. Et vous pouvez tout à fait commencer chacune de vos séances de mathématiques par une petite séance de calcul mental, que ce soit des additions simples, hein, des compléments à la dizaine ou des multiplications quand ce sera l'heure des multiplications. Voilà, en tout cas, très important d'insister sur le calcul mental. Quand on parle de calcul, on parle aussi au niveau des séances sur lesquelles vous pouvez tomber sur le sens de ces opérations, le sens de l'addition, de la soustraction, etc. Et le sens de la multiplication aussi, évidemment. Et puis, vous pouvez aussi être interrogé sur les grandeurs et mesures, notamment sur l'introduction des longueurs, hein, c'est-à-dire comment on va utiliser la règle, le double décimètre, hein, et cette unité de longueur qui est le centimètre, le décimètre et le mètre, et puis les masses que vous connaissez avec les kilogrammes et grammes. Ça, c'est pour les grandeurs et mesures. Et puis, qu'est-ce qu'on a sur l'autre voilà. Et puis, on arrive déjà au cycle 3. Au cycle 3 où, d'expérience, je sais qu'il y a un thème qui fait particulièrement peur aux étudiants, c'est les fractions simples ou les fractions décimales. Retenez bien l'ordre, hein. On fait d'abord les fractions simples, puis les fractions décimales, pour ensuite introduire les nombres décimaux. Et puis pareil, en cycle 3, on va travailler la multiplication principalement et la division, mais on continuera à travailler dans les calculs mentaux des additions et des soustractions, évidemment, toujours avec du calcul mental, du calcul en ligne ou des algorithmes, de la technique opératoire, des opérations posées en colonne. En grandeur et mesure, on va travailler les aires et les périmètres. Ce sont des notions qui sont très, très importantes.
Alors, non seulement elles sont importantes dans la vie quotidienne, mais aussi elles sont importantes parce qu'on a remarqué que d'un point de vue didactique, il y a beaucoup de gens, je dis gens exprès, c'est des élèves et des adultes qui confondent aire et périmètre. Et donc, c'est important de bien faire la distinction entre les deux, de comprendre que l'aire est en dimension 2 et le périmètre, c'est en dimension 1, c'est une longueur. Et puis, le dernier grand thème que l'on va travailler en cycle 3, c'est la proportionnalité, qui va permettre de traiter des problèmes de vie courante, des problèmes de pourcentage, des problèmes de grandeur quotient, des problèmes de vitesse, des problèmes de chocolat, de bonbons, etc. Voilà, avec des pommes qu'on achète à 3 € le kilo, etc. Et la proportionnalité, elle sera vue ensuite tout au long du collège et même au-delà en classe de seconde avec les fonctions linéaires. Vous voyez, donc c'est un thème qui est très transversal, qui va très, très loin. Au niveau des documents, alors je lis au cycle 3, ne pas hésiter à faire rapidement les exercices s'il est fourni un livre élève. Alors, dans les documents qui sont fournis dans le dossier qui va vous être donné, il se peut qu'il y ait effectivement des exercices proposés. On vous propose des exercices, cela ne veut pas dire que vous devez les utiliser, mais disons que alors c'est pas un guide non plus, ça peut être un exemple. Voilà, c'est une indication que l'on vous donne. Et soyez critique face aux exercices qui sont donnés dans les documents, parce que parfois ce sont des exercices qui sont trop difficiles ou qui sont pour plusieurs séances. Donc, il n'est pas question de faire aux élèves 3, 4 exercices de ce document, par exemple. Vous pouvez aussi très bien choisir un exercice et puis en modifier les variables numériques. Parce que vous considérez que c'est trop tôt par rapport à la séance que vous avez prévue. Donc, au lieu de mettre, je ne sais pas moi, 143, vous mettez 25, par exemple. Voilà, vous pouvez tout à fait utiliser les exercices de cette manière-là. Et puis, en faisant les exercices, vous allez aussi vous rendre compte des compétences que vous mettez en œuvre, de ce que vous devez savoir faire déjà, donc des prérequis. De quoi avez-vous besoin pour répondre aux questions, pour faire ces exercices? Et donc, ça vous donne, vous voyez, des indications sur ce que va contenir votre séance. Et puis, je ne lis pas… alors, évidemment, les autres notions que celles qui sont présentées ici peuvent évidemment vous être demandées. On a parfois des petites surprises. Ne soyez pas décontenancés, soyez imaginatifs, soyez créatifs. C'est aussi le rôle de l'enseignant d'être créatif. Je lis pas là. Alors, je lis. Voilà. Alors, pour l'exposé il n'y avait pas un petit 1. Alors, c'était petit 1. Petit 1, analyser les documents, sans doute. Alors, pour l'exposé de maths, moi, je vous conseille de faire un petit plan en quatre paragraphes. Dans un premier temps, l'analyse des documents. Alors, quand on dit analyse, ce n'est pas simplement dire que le document, c'est les programmes, le document 2, c'est un article de Rémi Brissot, etc. Ce n'est pas ça. On ne vous demande pas d'être descriptif. Vous lisez bien les documents. Les documents, s'ils vous sont proposés ici dans le sujet, c'est qu'il y a quelque chose qui est pertinent dans ces documents. Mais c'est à vous d'aller chercher l'essentiel. On ne vous a pas découpé juste le paragraphe qui est intéressant pour votre séance. Donc, il y a un document qui fait 1 page. C'est vous qui allez chercher la ligne, les 2 lignes, les 3 lignes qui sont pertinentes. Voilà. Et donc, c'est ça que vous allez présenter dans votre introduction. Dans le document 1, je retiens ça. Voilà. C'est ce qui vous interpelle et ce que vous allez utiliser dans votre séance. Puis, vous pouvez proposer gentiment, pas dans le détail, mais de manière un petit peu comme ça déployée, une séquence qui permettrait d'atteindre un objectif ou de travailler les compétences. N'oubliez pas qu'une séquence n'est pas une succession de séances de découverte. On ne peut pas découvrir quelque chose le lundi, puis le mardi découvrir encore une nouvelle notion, et puis le mercredi découvrir encore une nouvelle notion. Ce n'est pas possible. Il faut découvrir une notion, l'institutionnaliser,
s'entraîner, c'est-à-dire assimiler, ce que Piaget appelait l'assimilation. Voilà, il faut assimiler. Et puis, quand on a bien travaillé, bien assimilé cette nouvelle compétence ou cette nouvelle notion, on va de nouveau découvrir un prolongement, quelque chose de nouveau encore, voilà, qui vient compléter cette nouvelle compétence. Et de nouveau, on va s'accommoder, puis assimiler, c'est-à-dire faire des exercices, des problèmes, pour travailler la matière. De la même manière qu'en français ou en histoire, on travaille la matière comme on travaille le pain. Et puis, à la fin, au milieu, assez rapidement quand même, vous allez présenter votre séance avec tout ce que notre camarade a dit, les objectifs, les prérequis, le matériel, la durée, les différentes phases. Je pose votre attention sur la consigne que vous donnez aux élèves. Il faut que cette consigne soit claire, explicite et que l'on entende bien l'objectif que doivent atteindre les élèves. Si c'est un calcul, un résultat ou je ne sais quoi. La consigne est très importante. Si votre consigne est vague, les élèves ne vont pas savoir ce qu'ils doivent faire, où est-ce qu'ils vont, etc. Les difficultés, les procédures et les erreurs, les réussites, évidemment, tout ça, c'est déployé lorsque vous allez mettre les élèves, par exemple, en phase de recherche et que vous allez passer dans les rangs, regarder, observer les choses. Et à ce moment-là, dans votre exposé, vous allez détailler, les enfants vont faire comme ça, ils vont faire telles erreurs, ils vont réussir de telle manière, etc. S'il y a du vocabulaire à introduire, du nouveau vocabulaire, eh bien évidemment, on l'introduit à ce moment-là. Par exemple, notamment lors des bilans ou de l'institutionnalisation, comme on l'appelle, ou de la trace écrite, qui n'est pas obligatoire à la fin d'une séance. On n'est pas obligé de terminer par une trace écrite, mais au moins terminer par un bilan, ça peut être pertinent, de dire, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a rencontré de nouveau, etc. Et puis dans les conclusions, moi j'ai remarqué que les candidats sont très souvent un petit peu embêtés par la conclusion, ils ne savent pas comment ils vont conclure. On peut conclure en disant dans les prolongements, voilà ce que je vais faire. Je vais travailler des problèmes qui vont reprendre la notion qu'on vient de travailler aujourd'hui, ou alors je vais faire des exercices d'entraînement et des problèmes de la vie courante. Pour que tout ça ait du sens. Ou alors je parle des fractions décimales parce que j'ai dans l'idée que bientôt je vais parler des nombres décimaux. C'est le moment de tendre des perches au niveau des questions du jury. Si vous voulez être interrogé sur quelque chose que vous maîtrisez, si vous voulez être interrogé par le jury sur quelque chose que vous maîtrisez, c'est à ce moment-là qu'il faut l'introduire. Et puis, vous pouvez aussi parler des différents rituels, nouveaux rituels, que vous allez pouvoir mettre en place après cette séance, par exemple. En imaginant qu'on ait découvert une nouvelle notion, vous dites, pendant une semaine ou 2 semaines, je vais, en début de maths, je vais faire un nouveau rituel. Je vais l'appeler comme si le compte est bon, ou tout sur le nombre, ou alors mes figures préférées, ou je ne sais pas, vous inventez un truc, ou vous retrouvez dans votre mémoire une idée. Et puis, ça peut être aussi une manière d'introduire un rituel. Ah, il y a encore une diapositive. Alors, je redis, alors je vais pas vous le relire, mais évidemment, soigner les prérequis. De quoi a besoin l'élève pour réussir la tâche? La consigne suffisamment explicite. Les procédures, difficultés, erreurs, critères de réussite. Les VD, ce sont les variables didactiques. Les variables didactiques, elles servent à la différenciation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut changer pour faciliter la tâche pour les élèves qui sont en difficulté et qu'est-ce qu'on peut changer aussi pour rendre la tâche plus difficile, pour mettre les élèves qui ont plus de facilité dans un flux, c'est-à-dire dans une espèce d'excitation du challenge en fait. Et puis, on va soigner éventuellement la trace écrite ou le bilan oral si vous faites un bilan oral. Toujours penser construction de savoir, c'est-à-dire constructivisme, on part d'une recherche. En fait, on fait une sorte de raisonnement par induction. On part d'une recherche, un cas particulier, et de ce cas particulier, on va en tirer une sorte de règle générale.
Alors, en général, en mathématiques, on ne fait pas ça, hein. Mais bon, là, en enseignement, on va s'autoriser à faire de cette manière-là. Alors, on avait encore un tout petit point, peut-être que vous avez Oh, dis déjà donc, j'avais des abordé les trucs à sujets. dire. Alors, vous n'êtes pas obligé de les utiliser tous, c'est-à-dire, il n'y avait pas les exercices. Oui, c'est ce que je disais sur les exercices, voilà. Ils sont une indication de direction sur le contenu. On peut changer, donc voilà, c'est une redite. Alors voilà, comme ça, vous allez bien mémoriser ce que j'ai dit, hein, même si j'ai parlé vite, vous allez bien mémoriser. Donc, je le redis, une indication, on n'est pas obligé de les utiliser. On peut changer les variables didactiques, c'est-à-dire les variables numériques. On peut changer la consigne aussi. On peut contextualiser, c'est-à-dire si c'est un exercice juste avec des variables, juste avec des nombres, vous dites, non, moi je veux pas qu'avec des nombres, je veux raconter une histoire. Alors c'est l'histoire de Julie, elle a vu un vélo, elle veut l'acheter, il coûte 120 euros. Oui, mais elle a que 80 euros. Combien elle doit demander à sa maman pour pouvoir acheter son vélo? Et toc, en 2 temps 3 mouvements, j'ai créé un petit exercice sur une addition, une soustraction, et puis après, voilà. Vous pouvez modifier l'objectif ou le critère de réussite. L'exercice qui est fourni est une indication. Vous pouvez aussi changer la figure ou le dessin qui vous est proposé, évidemment. Voilà. Pas trop non plus, pas trop changer, hein, sinon vous faites autre chose. Hein. Merci Agnès. Je vous en prie. Alors, c'est le temps des questions. Je pense que vous avez été tellement complète qu'on n'a pas de questions. Super. Est-ce que vous avez des questions? Je vous invite à les poser dans le chat ou vous pouvez éventuellement prendre la parole. Une petite question quand même. J'aime bien les questions. Ah oui. Ils ont adoré votre exemple, vos exemples, votre grille. Ils n'ont pas de questions, ils sont confiants. Bon. Tant mieux. Écoutez, si je retrouve une question sur les mathématiques, je reviens vers vous à la fin. Avec plaisir. Ah, il y a une main levée de Cécile. Vous pouvez peut-être oui, prendre la c'est une très parole. bonne question. C'est une très bonne. Quel lien faire avec le PS, espace et nombre? Oui. C'est une très bonne question. Oui. Effectivement, avec l'éducation physique et sportive, donc ce que le maître ou la maîtresse va mettre en place dans les activités physiques. Ah, oui, il y aura un replay. Alors, je reprends sur les activités. Effectivement, alors, ce n'est pas tout à fait un prolongement, mais c'est au niveau de l'interdisciplinarité. Alors, l'interdisciplinarité, vous n'êtes pas absolument obligé de le mettre dans votre exposé. Mais voilà, Hélène parle, le saut calcul de distance parcourue avec les fractions. Oh, c'est un petit peu difficile, ça. Oui, pourquoi pas. Oui, alors, au niveau des distances, oui, en éducation physique, on va pouvoir faire des choses. Effectivement, on peut faire des calculs de trajectoire. Et puis au niveau des formes, on peut aussi travailler sur des parcours, voilà, en géographie, avec les cartes, les échelles. Ça, c'est plutôt en cycle 3. On va pouvoir faire ça. Vous voyez, vos petits camarades ont toutes les réponses à vos questions. Hein, c'est ça, hein. Avec la géographie. On a quelqu'un qui nous a posé plusieurs questions dans un seul message. Nous aurons uniquement une séance à mettre en œuvre et non pas de séquence. Et est-ce qu'on doit situer la séance dans la séquence? Oui, on doit situer la séance dans la séquence. C'est important que vous puissiez dire si c'est votre première séance de découverte, votre deuxième séance, parce que vous avez déjà fait une séance de découverte, vous faites un prolongement, par exemple, vous faites une deuxième séance de découverte, vous avez le droit. Hein. Il faut savoir où on se situe. Si vous êtes en début de séquence, en milieu de séquence, à la fin de la séquence, très souvent, les candidats choisissent de faire une des premières séances, d'accord? C'est-à-dire les séances de découverte. Mais vous n'êtes pas absolument obligé. Hein. Il faut la place. Alors, du coup, oui, pardon. Excusez-moi. Et pour rebondir, il y a une troisième question qui, je pense, se regroupe bien. Est-ce qu'il faut citer les autres séances
brièvement ou pas du tout? Alors, l'idée, c'est d'essayer de faire une petite planification de votre séquence qui porterait donc sur un objectif précis. Par exemple, l'introduction des fractions simples, hein, au hasard. Alors sans le détailler, mais dire par exemple, la séance 1, voilà, je ferai une séance de découverte des fractions à partir, par exemple, d'un camembert ou d'un problème de gâteau à partager. Et puis en séance 2, eh bien, avec des représentations, je travaillerai cette notion de fraction ou de fraction simple, où j'introduirai du vocabulaire. En séance 3, je fais de l'assimilation, donc de l'entraînement. Puis en séance 4, on va voir des fractions qui sont plus grandes que 1. Et puis je enchaîne assimilation et entraînement. Et puis en séance 5 ou 6, je fais une petite évaluation. Alors, vous pouvez parler d'évaluation, hein. Je fais une petite évaluation formative. Formative, c'est-à-dire, c'est juste pour voir où en sont les élèves, hein. Et puis, je fais une ou deux séances de remédiation, de préparation à l'évaluation. Et puis, je termine par une séance d'évaluation. Vous voyez, ça m'a pris 2 minutes, hein. Voilà, vous faites j'ai improvisé, j'ai rien préparé. Mais voilà, vous rapidement, assez rapidement. Il y avait une question aussi sur les pédagogues, les noms de pédagogues, ça regroupe aussi les conseils généraux qu'on a pu donner sur les références. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Aurore et Moi, je dirais que si vous citez, vous connaissez bien. Ouais. Donc, Moi, je dirais la même chose. C'est peut-être pas la peine de s'embarquer dans des questions futures qui pourraient être délicates. Et il faut vraiment maîtriser. Or là, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, je m'y risquerai pas. Ou alors, non. peut-être que c'est Enfin, maîtrisé. si Mais c'est maîtrisé, mais c'est parce que là, le jury ah bah oui. va rebondir dessus. Non, et puis c'est pas Non. l'objectif Ouais. de l'oral, hein. C'est pas de parler des différentes pédagogies. L'objectif de l'oral, c'est de montrer ce que vous pouvez faire sur une séance. Très bien, mais merci mesdames. Je me permets du coup de passer à notre partie suivante avec Aurore sur le MSP. Oui. Donc, la partie en fait sur l'entretien. Donc là, c'est vraiment un entretien qui va permettre de voir un petit peu les motivations. Donc, vos motivations, c'est-à-dire pourquoi vous voulez devenir enseignant et vraiment est-ce que vous avez les valeurs, est-ce que vous allez transmettre ces valeurs. Donc, ça se passe de la manière suivante. Vous avez une présentation à faire de 5 minutes, donc présentation personnelle. Donc, ça veut dire qu'il va falloir, comme c'est écrit là sur le slide, bien répéter plusieurs fois votre présentation. Parce que vous allez devoir, par rapport à la fiche de renseignement que vous allez donner au jury, en fait, expliciter cette fiche de renseignement. Donc, dire un petit peu pourquoi vous avez fait votre parcours, pourquoi vous en êtes arrivé à vouloir être enseignant et qu'est-ce que vous avez mis en place pour le faire. Donc, cette présentation, il faut quand même la timer parce que c'est 5 minutes, pas plus, pas moins. Donc, il va falloir être assez concis, mais en même temps, vous mettre en valeur. C'est-à-dire vos expériences, les stages que vous avez pu faire, les formations, est-ce que vous avez fait un service civique, est-ce que vous avez... Voilà, il faut vraiment mettre en avant tout ça. Donc, entraînez-vous, répétez, filmez-vous. Ça peut être un bon moyen aussi de voir votre attitude et de voir votre aisance orale, de votre prestation. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est vraiment bien étudier les notions que vous allez aborder et qui vont être abordées, puisque pendant les 10 minutes qui suivent, après votre présentation, le jury va vous poser des questions. Donc là, ça peut être aussi sur les valeurs de la République, ce qui concerne le service public, la laïcité, l'égalité garçon-fille. Enfin voilà, il peut y avoir plusieurs sujets. Donc ça, ce sont vraiment des notions que vous devez connaître et bien travailler avant d'aborder cet exposé. Bien évidemment, cet exposé, cet entretien aussi, il est fait pour montrer votre motivation. Donc c'est aussi votre posture.
la façon dont vous allez vous exprimer, la façon dont vous allez regarder le jury, être attentif aux questions et être réactif, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez proposer. Surtout, prenez votre temps avant de répondre. Ne vous précipitez pas, ça c'est important. Bien évidemment, on l'a déjà dit, mais si une question vous dérange ou si vous avez peur de l'avoir mal comprise, surtout, n'hésitez pas à la faire reformuler, peut-être avec un autre vocabulaire. Ne restez pas coincé, par exemple, sur un mot qui peut vous poser problème. Peut-être que le jury va pouvoir la reformuler, la question, et du coup, vous permettre de bien comprendre. Et puis, quand vous allez être donc avec les deux mises en situation, essayez de répondre rapidement. Donc là, pour ça, ce qu'il vous faut, c'est être vraiment au clair sur tout ce qui concerne les instructions officielles, les attendus du fonctionnaire de l'État, c'est-à-dire les principes de la République, les obligations de l'enseignant, la charte de la laïcité, pour ne pas être pris au dépourvu, puisqu'on va vous donner deux situations à prendre en compte en 2 fois à peu près 10 minutes. Vous devez répondre, on va dire, assez rapidement à cette mise en situation. Alors, par exemple, ce qu'on peut avoir comme genre de sujet, c'est vous avez soit un sujet plutôt sur l'enseignement et un autre plutôt sur une situation scolaire. Donc, ça peut être, par exemple, vous êtes en classe de CM1, vous organisez une séance d'EPS, vous proposez une séance de jeu collectif, vous laissez les élèves constituer 4 équipes et constatez finalement que ces équipes sont composées soit majoritairement de filles, soit majoritairement de garçons. Donc, quelle problématique est soulevée ici et comment pourriez-vous la travailler avec les élèves afin de garantir la valeur égalité? Voilà, donc là, quand vous avez ce genre de sujet, eh bien, ce qu'il faut impérativement, tout d'abord, c'est d'identifier la problématique. Quelle est la problématique que l'on vous propose? Qu'est-ce qu'il y a comme enjeu derrière ce sujet? Bien évidemment, ensuite, il va falloir rappeler le cadre réglementaire, c'est-à-dire qu'est-ce qui, dans les lois ou dans les valeurs de la République ou du service public, est en jeu. Ensuite, c'est d'analyser la situation pour vraiment apporter une réponse institutionnelle. Et vous, quelle est votre posture par rapport à cette situation? Et si c'est en rapport avec les règles de la vie scolaire, de même, quelle est votre posture en tant qu'enseignant? Donc là, en fait, il faut avoir, comme on dit, c'est beaucoup de bon sens, c'est-à-dire par rapport à de la réflexion et rester sur une reformulation de situation et ensuite une action. Qu'est-ce que vous allez mettre en place par rapport à cette situation? C'est vraiment ce que le jury attend. Donc là, en fait, ce qu'il vous faut, c'est bien préparer votre présentation et puis 2, essayer de vous entraîner vraiment sur des sujets que vous allez pouvoir trouver de vie scolaire ou d'enseignement et essayer de vous entraîner à vous dire là, quel est le problème mis en jeu, quelle est vraiment la problématique et ensuite, quelle est la réponse que l'on pourrait apporter. Voilà, Très tout bien. ça en étant assez détendu, n'est-ce pas, puisque le jury est là pour vous poser des questions et vous êtes là aussi pour montrer votre motivation. Donc, c'est un peu ce moment-là qui va permettre au jury aussi de voir un petit peu votre facilité à appréhender une situation totalement inconnue, qui vous arrivera énormément. Alors, j'ai une petite question, je réagis vite parce que c'est une question qui vient d'arriver. Pour l'entretien, est-ce un monologue de 10 minutes pour répondre au sujet, puis des questions du jury, ou est-ce que c'est un échange? C'est plutôt un échange. Vous allez de toute façon exposer votre situation et ensuite il y aura un échange avec le jury. Effectivement. Bon, apparemment, vous avez besoin de ces précisions. Alors, est-ce que c'est conseillé d'apprendre la charte de la laïcité par cœur ou simplement de savoir quels en sont les domaines traités?
Moi, très honnêtement, je conseillerais quand même de la savoir pratiquement sur le bout des doigts parce que de toute façon, dans beaucoup de situations auxquelles vous serez confrontés, vous aurez on va dire, à piocher dedans. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un moment où elle sera mise en œuvre. Donc, moi, je pense qu'il faut la connaître et bien l'étudier, en fait, parce que cette charte-là, elle est vraiment indispensable et elle sera à mettre en œuvre. Donc, oui, moi, je pense qu'il faut la savoir. D'accord. Et surtout, Alors, bien savoir ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire quels sont les domaines qui sont en jeu. alors, est-ce qu'il faut connaître les compétences professionnelles des enseignants par cœur aussi? Ça, par cœur, je ne sais pas. Après, de toute façon, si on part de là, oui, il faudrait connaître toutes les instructions officielles, il faudrait connaître tout, c'est pas possible. Là, honnêtement, il faut déjà savoir, on va dire, les items principaux. Et puis après, c'est en 10 minutes, on ne va pas avoir d'énormes questions. On va avoir les choses vraiment principales qui concernent la situation en jeu, là. D'accord. Donc, il y a eu quelques échanges sur une personne qui indiquait qu'il avait fait un BTS immobilier avant de se lancer dans l'éducation. Et donc, Agnès lui a conseillé de le mettre dans sa fiche de renseignement parce que c'était une richesse. Et donc, cette personne posait notamment la question, est-ce qu'ils vont poser des questions à ce sujet C'est possible. sur ce BTS? Alors, le BTS en lui-même, peut-être pas, mais Sur évidemment, sur les c'est... études. Oui, c'est possible. Oui, oui, c'est-à-dire, là, ça va pas être sur, finalement, est-ce que c'était correct ou pas de faire un BTS avant, mais c'est surtout, qu'est-ce qui a motivé, finalement, là, maintenant, l'envie de devenir professeur. Donc oui, ça peut être une question, et justement, il faut s'y préparer pour indiquer la nouvelle motivation, c'est-à-dire qu'est-ce qui motive maintenant ce changement cette reconversion ou ce changement de cap. Ouais. Et d'ailleurs, sur cette fiche de renseignement, est-ce qu'il faut la porter en plusieurs exemplaires ou est-ce que le jury l'a en sa possession? Je pense qu'une suffit, hein, mais après, si vous en avez plusieurs, pourquoi pas, mais je pense qu'une suffit, hein. D'accord. Ça, c'était des éléments. Bon, on a quand même Hélène qui nous demande si on peut se greffer un disque dur, mais bon, dans le cerveau. Et ça, c'est un autre, Ça peut être pratique, hein. débat. Franchement, ça peut être pratique. Vous en avez déjà un disque dur dans le cerveau. Voilà, c'est ça. C'est le cerveau, voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aurait une dernière question? Ah, pas assez de place. Bon, d'accord, Hélène. Mais si, j'en suis sûre, on en est sûr. Eh ben alors, notre réunion touche à sa fin. Si vous avez terminé de poser vos questions, je vous remercie de votre participation active. Je remercie également nos trois enseignantes qui ont joué le jeu sur cette réunion, qui ont donné des conseils avant cette dernière ligne droite de la fin d'année. Vous avez le lien de notre site internet et je vous indique également qu'à partir de ce mois-ci, nous commençons un canal CRPE, donc une série, 4 séries de petites vidéos qui pourront notamment en parler de BTS. Il y a un sujet qui concerne la reconversion professionnelle. Donc, vous pouvez utiliser ce QR code ou nous rejoindre sur LinkedIn. Et en tout cas, on a été ravis de partager ce moment avec vous et on espère vous avoir donné les meilleurs conseils possibles pour que tout se passe à merveille, sans disque dur et que vous réussissiez vos oraux. Donc, merci à tous.